Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Bonsoir François Ekal. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vous connaît bien aussi sur BFM Business. Vous êtes la référence sur les comptes de la France, les comptes publics, la bête noire de Bruno Le Maire, l'influenceur des comptes publics, comme titraient nos confrères du Monde. Et puis je conseille à tout le monde de suivre votre sur X ou même sur votre site qui s'appelle FIPECO. Beaucoup de questions à vous poser parce qu'on a bien vu que là il y a des questions tant du côté de Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, que du côté du FMI. Il y a quand même une remise en cause des prévisions de Bercy, de Bruno Le Maire. Est-ce que la crédibilité est en jeu, à votre avis, la crédibilité du ministère de l'économie et des finances, donc quelque part de la France? Malheureusement, la crédibilité de la France n'a jamais été bonne sur ces sujets-là. Cela fait à peu près 25 ans qu'on envoie à la Commission européenne des programmes de stabilité, c'est-à-dire des programmes à moyen terme des finances publiques. Voilà, solennellement. Oui. Dans tous ces programmes, on a une très belle trajectoire de réduction du déficit public. Alors, avant, c'était jusqu'à l'équilibre, jusqu'à zéro. Depuis quelques années, on est un peu moins ambitieux. On se contente de viser 3% du PIB de déficit. Mais on n'y arrive jamais. En fait, on ne fait jamais ce qu'on a prévu de faire. Donc, je pense malheureusement, on va continuer. Donc, notre crédibilité, elle est très faible, elle ne va pas être améliorée. Quelque part, est-ce que ça a de l'importance ? Oui, alors ça n'en a pas dans l'immédiat parce que finalement les marchés ne s'inquiètent pas. La dette de la France, les gens se l'arrachent quand même. On continue à emprunter sans aucune difficulté. Le marqueur, c'est l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. Il est entre 40 et 60 points de base depuis déjà très longtemps. Il n'a pas spécialement bougé ces 3 dernières semaines. Donc tout va bien. Et je pense que beaucoup d'acteurs sur les marchés se disent que de toute façon la BCE sera là le jour où il y aura une inquiétude, où d'un coup, ils se mettront tout d'un coup à paniquer, elle interviendra parce que la France est too big, too fail, etc. Elle le peut juridiquement, mais normalement avec des contreparties. Les contreparties, c'est des mesures très dures de redressement. Alors, on va y revenir. Mais oui, mais en même temps, alors je pose cette question, je ne sais pas si vous suivez évidemment Patrick Artus de Natixis. Lui, là, dans son dernier papier, dans ses dernières notes, il dit finalement ça n'a pas beaucoup d'importance. Le niveau des finances publiques, de l'endettement de la France, c'est pas très important. Si, c'est important. Alors, le problème, c'est que les économistes ne sont pas capables de dire à quel niveau d'endettement, tout d'un coup, justement, les marchés se mettent à avoir peur. Ça peut arriver à des niveaux très, très différents. Personne ne pensait que le Royaume-Uni allait avoir des problèmes il y a 2 ans. Pourtant, il y a 18 mois, tout d'un coup, mais à l'occasion d'un changement de politique économique, tout d'un coup, les marchés sont mis à s'inquiéter, les taux d'intérêt sont mis à gonfler, et ça s'est traduit, c'est terminé par un changement de Premier ministre. François Ekal, selon le FMI, le déficit de la France en 2027 sera de 4,3%. Soit évidemment à un niveau bien plus élevé que ce que dit et redit le président de la République, le ministre de l'économie et des finances, donc en l'occurrence sous les 3% à 2,9%. Vous, c'est quoi votre pronostic ? Moi, je ne suis pas prévisionniste, mais je n'ai pas les moyens tout seul de faire ce genre de prévision. Mais je ne pense pas qu'on sera à 3%, parce que ça suppose d'abord que la croissance reparte quand même, et puis ça suppose de faire des économies, puisqu'il n'est pas question. Il y a un peu de prélèvements obligatoires dans le programme de stabilité, mais ça repose essentiellement sur des économies qui sont beaucoup plus importantes que tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent. Il y a un point qui est très intéressant que vous avez soulevé, du reste dans vos notes, c'est que la hausse de la consommation, elle est prévue, elle devrait passer de 0,4% à 0,6% en 2024. Donc, c'est vraiment le moteur de la croissance. Vous y croyez à cette hausse de la consommation des ménages ? Qu'il y a une hausse, oui. On sait qu'il y a une épargne encore qui a été accumulée pendant la période Covid et qui reste très élevée. Maintenant, il y a peut-être dans cette épargne une partie d'épargne de précaution liée justement au fait qu'on a des déficits publics très élevés, que certains ménages sont peut-être ricardiens, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'on va finir par augmenter les impôts. Il y a un point qui est très intéressant, c'est de voir pourquoi ce dérapage. Parce qu'ici, on dit, mais attendez, Bercy, ils ne sont pas capables de regarder ce qui se passe chez eux. Et qu'en plus, il y a eu cette phrase d'Emmanuel Macron qui est de dire, en fait, on n'a pas un problème
de dérapage des dépenses publiques, on a un problème de recettes publiques. Alors ça fait hurler tout le monde, mais finalement, c'est quelque part, il a raison, non? Oui, il a raison. C'est-à-dire, ce qui a été très étonnant dans le résultat de 2023, c'est qu'on a une hausse du déficit public, alors que la croissance n'a pas été mirobolante, mais elle n'a pas été nulle non plus. Donc Oui, on il y a pouvait 20 milliards s'attendre. qui ont disparu dans un trou. Donc on Vous pouvait avez s'attendre à une l'explication. stabilisation du déficit, pas une aggravation comme Et ça. vous avez l'explication. Et l'explication pour moi, mais en fait ça c'est comptable, c'est qu'en fait les recettes liées aux impôts, aux cotisations sociales ont très très peu augmenté. Même si on corrige des mesures de baisse d'impôts, etc., elles ont augmenté beaucoup moins que le PIB. Et ça c'est un peu bizarre, mais pour moi ça fait suite à une année 2022 qui était anormalement bonne. En 2022, on a battu un record en France en termes de taux des prélèvements obligatoires. Après avoir fait 50 milliards de baisse d'impôts, c'est quand même étrange. Donc en fait, il y a des impôts qui ont fortement augmenté, comme l'impôt sur les sociétés, qui a toujours un effet d'amplification des rebonds de l'activité, donc qui a très fortement augmenté en 2021-2022, les impôts sur l'immobilier aussi, et on est revenu en quelque sorte à la normale. Il y a une sorte de normalisation en 2023. On a une baisse du taux des prélèvements obligatoires. Après 50 milliards de baisse d'impôts, c'est assez normal. À mon avis, c'est 2022 qui était bizarre, c'est pas 2023. Oui, en fait, donc il y a une contraction extrêmement forte en fait de tout ce qui est l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales, et puis les droits de mutation. Tout ce qui concerne l'immobilier. Ce qui explique les 20 milliards. Oui, ça vient. Quand on ajoute tous ces effets-là, on arrive en effet à comprendre ce qui s'est passé en 2023. Et donc vous, comment est-ce que vous voyez l'évolution des dépenses publiques? Parce que et puis après, je vous poserai évidemment la question fatale, c'est comment faire, quoi, comment faire baisser le niveau des dépenses publiques. Mais l'évolution des dépenses, si on ne fait rien, on a des dépenses publiques qui augmentent spontanément. Par exemple, cette année, on indexe les pensions sur l'inflation, donc avec un certain retard. Donc là, ça a conduit à les revaloriser d'un peu plus de 5% au 1er janvier. C'est 14 milliards d'euros de plus de dépenses publiques. Voilà, donc des mécanismes comme ça, il y en a un peu partout dans l'économie. Et justement, est-ce qu'on ne peut pas dire que les deux erreurs, il y en a peut-être d'autres, hein, bien sûr, mais d'Emmanuel Macron, c'est la suppression de la taxe d'habitation. C'est 20 milliards, ça a quand même coûté 20 milliards au budget. Et comme vous dites, la revalorisation, qui est peut-être légitime, c'est pas le débat qu'on a en ce moment, mais la revalorisation des retraites, plus 14 milliards. Donc d'un seul coup, il y a 34 milliards. Là. Alors sur les baisses d'impôts et notamment la taxe d'habitation, moi j'ai toujours dit qu'avant de baisser les impôts, il fallait commencer par réduire les dépenses publiques. C'est très facile de baisser les impôts. Les Français sont très contents. Réduire les dépenses, c'est plus populaire. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et donc on voit dans l'histoire de France de ces 50 dernières années qu'il y a des périodes où on baisse les impôts et puis 4-5 ans plus tard, on s'aperçoit que le déficit public est trop élevé et on réaugmente les impôts. Donc je pense, et même je dirais la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Je suis d'accord pour dire qu'elle pèse sur la compétitivité et qu'il faudrait la réduire. Mais si on la réduit maintenant, si on la supprime maintenant pour la réaugmenter en 2027 parce que le déficit public sera trop élevé, je ne vois pas bien l'intérêt. Ouais. Est-ce que vous êtes, alors il y a toute cette polémique sur le salaire décent, je ne sais pas si vous avez un avis après les déclarations du patron de Michelin, mais sur mettre une taxe sur les super riches, est-ce que quelque part pour vous, ça serait même en one shot, est-ce que ça serait bien? Les one-shot, ça n'existe pas. Je rappelle qu'il y a une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui a été créée en 2012, qui est au taux de il y a 3% et 4%, qui s'ajoute à l'impôt sur le revenu. Hein. Donc le taux supérieur du barème, c'est pas 45, c'est 49. Et cette contribution exceptionnelle, si vous lisez le code des impôts, elle durera jusqu'à ce que le déficit public soit ramené à zéro. Ah oui, d'accord. Okay. C'était une contribution. À l'époque, en 2012, on pensait que le déficit public, c'était encore l'époque où on faisait des programmes de stabilité qui visaient zéro de déficit, et on pensait qu'on serait à zéro en 2015. D'accord. La solution, elle vient d'où? Comment est-ce qu'on peut redresser la barre? Je veux dire, parce que s'il faut trouver 60 milliards d'économies, voire 80 milliards d'ici 2027, c'est quelque part, c'est infaisable, non? Enfin, je ne sais pas, non? C'est faisable techniquement sur le papier. Non, mais sur le papier, je peux trouver 50 milliards d'économies, mais le problème, il est culturel, politique, social. Dans le contexte, et ça a toujours été le cas en France, ça a toujours été difficile depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est sûr que le quoi qu'il en coûte, même si c'était nécessaire, a aggravé cette difficulté, puisque les gens ont l'impression aujourd'hui qu'il suffit de demander des milliards pour que les milliards pleuvent. Un mot, et on pourra continuer à en parler avec vous, François Ekal, dans le débrief. Un mot quand même, c'est
Le problème, il vient essentiellement de l'évolution des dépenses publiques et du nombre de fonctionnaires des collectivités locales. En tous les cas, vous avez un graphique qui est excellent chez vous. Le problème, il est multidimensionnel. C'est un peu tout. Quand on fait des comparaisons avec les autres pays européens, c'est un peu sur tous les postes qu'on a des dépenses plus élevées que les autres. Donc, c'est les retraites, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la culture. C'est un peu partout. Donc, et c'est les collectivités locales, entre autres. En effet, c'est en effet une partie du problème. Donc, on ne pourra résoudre ce problème de dépenses et de déficit, en effet, que si on met à contribution les collectivités locales, c'est sûr. Merci beaucoup François Ecal, donc le patron de FIPECO. Je vous invite vraiment à suivre son compte et son site et on vous retrouve du reste pour le débrief.